This meeting is being recorded. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes enchantés de vous retrouver donc aujourd'hui pour cette nouvelle conférence qui est présentée donc par notre collègue Fabrice donc Sobzak. Je prononce, j'espère que la prononciation est bonne. Voilà. Juste un petit élément avant de rentrer dans la conférence tout de suite. Donc, une petite parenthèse pour indiquer donc que toutes les contributions qui sont présentées dans le cadre de ce cycle de conférences, mais également des contributions spontanées donc peuvent être envoyées pour l'ouvrage collectif donc qui sera publié aux presses universitaires des Antilles, donc sous la direction aussi de technique et la diffusion de Madame Teng qui est parmi nous également. C'est tout pour conduire ce projet. Notre laboratoire de recherche a recruté notamment deux étudiants qui sont stagiaires assistants de recherche, qui sont en fait avec nous là aujourd'hui. Donc on a Mirod Saint-Just, voilà donc Mirod Saint-Just qui va être responsable notamment de toute la partie illustration cartographie. Donc, si vous avez des documents que vous souhaitez remettre sous un format électronique ou pour qu'ils puissent être beaux ou bien faits en fait pour la présentation finale, donc il faudra prendre contact avec Mirod Saint-Just. Et il travaille en binôme avec Ashley Duclosel, alors qui est en bus, je crois actuellement, donc il y a un problème en fait pour se présenter et qui va assurer en fait le suivi technique un petit peu pour la réception, le calendrier de tous les textes. Donc, on a ces deux assistants de recherche en fait pour la conduite du projet. Voilà, et donc ils sont à votre disposition. Enfin, il ne faut pas hésiter à échanger. Puis s'il y a des difficultés, des contraintes en termes de calendrier ou des petits éléments qui manquent, donc de bien prendre contact avec eux, surtout pour la partie illustration cartographie, pour pas qu'on soit débordé à la fin de l'ouvrage. Mais on veut que la publication finale en fait présente des documents, disons, harmonisés, propres, qui puissent permettre de mettre en valeur un petit peu ces différents travaux. Voilà, alors peut-être quelques mots pour présenter Fabrice, mais je pense que Kelly, je vais te laisser la parole pour introduire Fabrice également. Oui, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Fabrice Sobchak est architecte et enseignant à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Mons en Belgique. Et aujourd'hui, il va nous présenter une conférence intitulée « Commun et ravines solidaires en Haïti, facteurs informels d'une autoconstruction territoriale ». Je dois dire que pour que vous puissiez comprendre les liens entre Fabrice et Haïti, et se sont tissés avec le projet Urbater, qui est le master en urbanisme résilient et aménagement des territoires à risque que nous avons ici à l'Université d'Haïti. Et Fabrice fait partie de l'équipe belge qui, avec l'équipe haïtienne, ont monté le projet ici. Et Fabrice a déjà fait plusieurs séjours en Haïti et son dernier date de 2022 où il a passé à peu près 2 mois dans le pays, à sillonner les ravines, aller un peu partout dans le pays et pour pouvoir recueillir des éléments dans le cadre de sa thèse, mais aussi pour faire connaissance, plus ample connaissance avec le pays, ses habitants, leur manière de vivre, de fonctionner, d'habiter le territoire. En fait. Et avec Fabrice aussi, on a de nombreuses autres perspectives, mais je vais lui remettre la parole. Peut-être qu'il pourra compléter sa présentation et commencer tout de suite avec l'exposé. Fabrice, tu as la parole. En général, tu devrais terminer dans 45 minutes, 1 heure, et garder l'autre heure pour les discussions. Ok, merci. Je vais partager mon écran. Vas-y. Ça a marché tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, est-ce que vous voyez bien ma diapositive de début? Pour le moment, non, je ne vois rien. Non? Pour le moment, je ne vois rien. Je suppose que c'est le cas pour tout le monde. Je ne sais pas. Pas encore, monsieur. Pas encore, monsieur. Ça ne fonctionne pas? Pour le moment, je ne vois rien du tout, moi-même, en tout cas. En Belgique non plus, Fabrice. Ah bon? Bon, je vais essayer de recommencer alors.
Si tu as une difficulté, Fabrice, tu peux. Voilà, c'est bon. Sinon, tu Ça l'envoies. devrait aller. Ça marche là maintenant? Oui, c'est parti. Oui, ça. Ouais, c'est bon. Ouais, parfait. Voilà. Donc ça, c'est la dia d'entrée. La voyez aussi? Oui, oui, tout est correct. Voilà, donc tout d'abord, je tiens à remercier l'Université des Antilles, le laboratoire IHP Géode de m'accueillir dans le cadre des conférences urbanisme et aménagement du territoire de la Caraïbe. Et je voulais aussi remercier mes tokaïs haïtiens et haïtiennes qui ont permis de maintenir et d'avoir une mission d'avril à juin 2022. Donc Kelly, Karine, Gary et Isabelle, je crois qu'ils sont tous là en plus. Et donc, ils m'ont permis aussi de réaliser d'arriver aujourd'hui à pouvoir me présenter avec ce sujet. Donc voilà, je les remercie vraiment très chaleureusement. Donc, une petite présentation. Donc, mon nom, c'est Fabrice Sobczak. C'est un nom d'origine polonaise. Et donc, je viens de Belgique, de Mons en Belgique. Donc, c'est une ville qui est positionnée au centre de l'Europe. Alors, je sais bien que dans les Antilles, c'est le carnaval. À Mons, il n'y a pas de carnaval pour le moment, mais il y a aussi des rituels comme ça, un peu de rassemblement qu'on peut voir un peu à l'écran, là, sur la droite de la diapositive. Alors, vivre et travailler dans le nord et le sud du monde, c'est aussi pouvoir oublier ces petites tracasseries européocentrées pour affronter des problématiques qui n'ont pas de commune mesure, je pense, avec ce qu'on vit en Europe en général. Je partage mon parcours scientifique entre une intervention dans la filière résilience, laboratoire de mixité à la faculté d'architecture de l'UMONS, où on interroge les étudiants sur la relation entre individus et usages en référence à un lieu, un territoire, tout en prenant en compte les défis mondiaux majeurs liés au changement climatique, écologique et aux inégalités sociales. Donc c'est un peu aussi ce qu'on transpose en Haïti. Et j'interviens aussi dans le master urbataire. Ça, je reviendrai un peu plus brièvement tout à l'heure. Je remercie aussi Vincent Bécu, qui est un de mes 2 promoteurs de thèse et que j'ai vu apparaître à l'écran. Donc, ça me permettra d'anticiper mon comité d'accompagnement de la semaine prochaine. C'est super. Alors, il y a une date quand même un peu fondatrice dans la relation entre la Belgique et l'Université de Mons et Haïti. C'est le 12 janvier 2010, donc c'est le tremblement de terre dont tout le monde a bien sûr entendu parler, qui a causé d'importants dégâts matériels, mais surtout humains. Et donc, à cette occasion, un collègue, Pascal Simoun, s'est demandé, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider Haïti? Et la question de la temporalité s'est tout de suite posée, c'est-à-dire qu'il y avait déjà tellement d'actions dans les premiers moments du choc qu'on ne voyait pas trop comment se positionner. Et donc, il y a eu un premier séjour sur place qui a permis avec les contacts avec différents collègues, d'en arriver à un constat qui finalement visait à ce que l'incohérence, voire l'absence d'une planification urbaine intégrant les vulnérabilités du territoire, serait en partie responsable du terrible bilan du tremblement de terre. Et donc, on s'est plutôt positionné sur du très long terme, puisqu'on a déposé un projet de formation sud, urbataire, qui a été financé sur 5 ans et qui va sans doute donner plus tard à un projet de recherche et développement qu'on mettrait en place sur les bases du master. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un master finalement qui permet à des enseignants haïtiens de former sur le territoire haïtien, en créole et en français, des aménageuses et des aménageurs haïtiennes, afin de les initier à une dynamique de réflexion, de recherche et d'innovation pour développer les vecteurs d'une culture de l'aménagement concerté et inclusif, en plaçant la vulnérabilité et le risque au centre des réflexions. Alors, le contexte, je crois que beaucoup le connaissent. Hein. Donc, la République d'Haïti, elle partage un territoire dans le bassin Caraïbe avec la République dominicaine voisine. Donc, c'est aussi la première république noire issue d'une révolte d'esclaves. Donc, c'est un événement quand même au niveau de l'indépendance qui a quand même marqué pas seulement le bassin Caraïbe, mais beaucoup de pays qui étaient dans un régime colonialiste à l'époque.
L'union fait la force, ben, on partage la même devise sur le drapeau belge et le drapeau haïtien. Alors, quelques chiffres qui datent ici de 2018, on était un peu moins de 12 millions d'habitants en Haïti, avec 50% vivant en milieu urbain. Et donc, la capitale Port-au-Prince a une population estimée en 2009 de plus ou moins 2 300 000 habitants. Alors, ici, une petite visualisation qui dramatise un peu la situation, mais pas tant que ça, parce qu'on a quand même deux failles majeures qui créent des risques sismiques assez importants. On est aussi en Haïti sur des trajets d'ouragans assez récurrents et qui voient leur intensité et leur fréquence augmenter avec les changements climatiques. Et donc, ça génère toute une série de vulnérabilités, notamment sur les limites côtières et aussi les territoires dont on va parler, qui sont des territoires installés sur des reliefs assez marqués et où les pluies tropicales jouent un rôle très important en matière de déstabilisation lors de chocs liés aux inondations. C'est important aussi, enfin moi je n'ai pas pu appréhender Haïti sans avoir une approche dynamique, c'est-à-dire que les photos, les images fixes ne suffisent pas elles-mêmes, tellement les changements sur le terrain sont rapides. Et donc ici, je vous propose deux diapositives. Une première qui date de 1986, qui a été publiée par la NASA et qui montre la baie de la Gonâve, hein, au fond de laquelle Port-au-Prince s'est installé à partir de 1749. Et on voit les petites taches blanches qui sont situées ici sur l'écran, qui constituent l'urbanisation développée à partir de l'implantation centrale de la première, donc de la première capitale, enfin de la première ville au milieu du XVIIIe. Alors, si on passe maintenant 34 ans plus tard, ben, on remarque que l'extension d'urbanisation à partir du centre-ville s'est fait en accaparant notamment énormément de surface sur les terres cultivables de la plaine de cul-de-sac. Et donc, on est en 2020, là, mais ce processus fortement lié aussi à une urbanisation non maîtrisée et spontanée continue à se développer. Alors, pour revenir un peu à l'origine de la ville, donc 1749, Port-au-Prince remplace le Cap français pour prendre le rôle de capitale de la colonie française. Et donc là, on n'est pas vraiment dans un aménagement de territoire lié au bien-être et au développement d'un milieu urbain qui a aussi une très forte mixité et hybridation avec le monde rural, mais on est plutôt dans une volonté de l'administration coloniale de garantir l'objectif commercial de la colonie en assurant le développement des plantations et de leur liaison à la métropole à travers les villes et les ports commerciaux. Donc, on a donc un déplacement de capital qui est installé à un endroit où le commerce, dans tous ses sens péjoratifs du terme, peut se faire au détriment de l'île et au bénéfice du continent. Issu de... J'ai pu réaliser avec une étudiante, Vinca de Cosmaker, une modélisation un peu du développement justement de cette urbanisation en replaçant successivement à différentes époques du développement de la capitale et de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, des tâches urbaines dont on voit un peu la progression ici, avec des époques d'accélération, hein, comme après 1986, mais surtout, on va le voir, donc 2005 aussi, un développement assez marqué, mais surtout une accélération après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, qui a vu une progression vers le nord de l'aire métropolitaine s'accentuer. Et donc, pour finalement arriver à une modélisation que j'ai terminée en 2018, mais qui pourrait encore voir dans des aspects plus fins son évolution sur une cartographie spécifique. Alors, si on prend de la hauteur, là on est sur les hauteurs de Kenskov, on est à plus ou moins 1800-1900 mètres d'altitude.
Et on voit que le paysage urbain s'étend jusque la baie de Gonâve. Et finalement, prendre de la hauteur avant de se plonger dans la réalité urbaine de Port-au-Prince, c'est un peu aussi se préparer à ce qu'on va vivre à l'intérieur de la capitale en termes de densité et d'intensité de ville. Là, on redescend finalement au niveau de Port-au-Prince. Et je voulais montrer cette partie-là du territoire parce que le Morne l'Hôpital, je trouve, enfin, personnellement, je trouve qu'il illustre bien cet aspect de grignotage des collines qui étaient à l'origine fortement boisées. Et donc, on est aussi au sud du centre-ville de la capitale, un versant exposé au nord, les collines du Morne-l'Hôpital, qui finalement est sous protection depuis 1963 et dont l'urbanisation informelle est toujours en augmentation régulière, en raison notamment d'un exode rural à la base, mais j'expliquerai plus tard qu'il n'y a pas que ça finalement, et que ça c'est beaucoup complexifié au niveau du déplacement des populations. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? On a une augmentation des risques d'érosion des sols, une déforestation accrue, une perturbation du bassin hydrographique par la construction dans et sur les rives des ravines qui font partie intégrante de ce territoire. Donc, chaque creux finalement qu'on voit dans ces ondulations de collines habitées, on a une ravine qui n'attend que de se remplir avec les pluies les pluies tropicales pendant les épisodes de pluie. Alors, l'urbanisation ne tient pas compte non plus des risques liés au séisme dans la façon de construire, et ça s'ajoute à l'accaparement des terres agricoles en plaine. Pour comment bien se rendre compte de la complexité de la mise en œuvre des réglementations ou des lois, on a ici une loi du 27 août 1963 décrétant le bassin hydrographique de Morne-Hôpital zone sous protection. Et donc, sans en faire la lecture complète, je relève un extrait. Donc, considérant que les nombreuses sources prennent naissance au Morne-l'Hôpital, assurent l'alimentation en eau potable de la ville de Port-au-Prince, considérant que le Morne-l'Hôpital, par sa position, sa topographie et son panorama pittoresque, constitue un attrait touristique et un centre de récréation, dont il convient de conserver la beauté. En ce qui concerne, ce qui est interdit dans cette zone de protection, c'est d'entreprendre aucune coupe de bois ou de fascines et aucune exploitation de carrières de sable, gravier, roches, pierres de construction. On voit que ce territoire sous protection, finalement, cette protection n'est pas du tout efficiente par rapport à un développement d'une urbanisation dite informelle. Donc, je sais bien que ce terme est fort discuté, mais pour le moment, je n'ai pas encore beaucoup d'alternatives à proposer. Alors, toujours en fonction de cette informalité, l'architecte Jorge Jauregui nous dit que le processus de l'urbanisation informelle, dans le contexte dans lequel on l'aborde, a fini par constituer l'élément dominant des productions de villes dans les pays latino-américains. Et par extension, les villes, l'aire métropolitaine de Port-au-Prince est également dans ce processus. Il relève, et ça je trouve que c'est un point très positif auquel j'ai été assez attentif également, c'est qu'il existe néanmoins un haut niveau de participation de la population dans ces zones dites informelles. Alors, en opposition à ça, il y a ce que Choé décrit comme la reproduction d'un processus actuel d'homogénéisation planétaire de l'espace habité, conformément aux normes et modèles élaborés par les sociétés occidentales développées. Et donc, c'est ce qu'on voit finalement dans de nombreux projets qui sont exportés pour être finalement climatisés dans un contexte sud, mais avec toute une série de référents urbanistiques qui sont plutôt liés à des références européennes ou nord-américaines. Pour Port-au-Prince en particulier, déjà en 2011, Debré et Labattu critiquaient cette vision d'un urbanisme du haut vers le bas, et qui, pour eux, semblait peu adapté au contexte de Port-au-Prince, où les processus informels ont construit la ville et continuent de la transformer en une dynamique venant du bas. Donc là, on est en 2011, on est en 2022 maintenant. Ce processus dynamique de transformation du territoire, il est toujours fortement d'actualité. Et donc, ils en viennent également à la conclusion qu'imposer des plans rigides dans un contexte d'État faible
où les réglementations urbaines existantes ne sont pas appliquées, donc ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais elles ont des difficultés à être appliquées, n'est ni réaliste ni cohérent avec les dynamiques urbaines actuelles. Alors, je vais d'abord, avant d'arriver au sujet d'aujourd'hui, je vais m'arrêter d'abord à Canaan pour expliquer un peu pourquoi du nord de Port-au-Prince, je suis finalement arrivé à déposer mon sujet de recherche au sud. Donc, Canaan, c'est le territoire, enfin, c'est toute cette urbanisation qu'on voit au bout de cette route, hein, la route 9 vers Canaan. Et en fait, c'est un territoire spontané qui a émergé en marge de 2 camps suite au séisme de 2010, où ces terrains ont été déclarés d'utilité publique par l'État haïtien. Alors, en dehors des camps qui ont été issus d'une planification structurée, donc soutenue par des ONG, il y a eu une appropriation rapide et progressive et informelle de tout ce territoire. Alors, il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de données vraiment très précises, mais on est au-delà de 200 000 habitants, ce qui correspond à 25% de la population du centre-ville de Port-au-Prince. Et donc, c'est mon terrain de recherche initiale, finalement, sur lequel j'aurais dû continuer à travailler d'avril à juin 2022. J'expliquerai pourquoi, finalement, je n'ai pas pu y arriver. Et donc, juste une illustration pour montrer que ce territoire particulier a subi aussi également le même processus de développement rapide et d'urbanisation rapide après 2010 là, que celui qu'on retrouve dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et dans les ravines, mais peut-être avec une intensité beaucoup plus grande. Donc là, on voit en rouge sur l'illustration les 2 camps dont j'ai parlé au départ. Et donc, autour de ça, on a un développement de personnes venant s'installer sur le territoire, qui sont pas seulement, qui au départ étaient des personnes déplacées de leur logement détruit ou de l'implantation qu'elles avaient sur des terrains libres au centre de Port-au-Prince, mais on n'a pas, c'est pas uniquement ça, on a aussi un exode urbain qui vient de la ville maintenant et où des gens quittent des quartiers où finalement ils se sentent plus en sécurité à Canaan qu'en centre-ville. Et il y a aussi la continuité de l'exode rural qui vient alimenter toutes les autres formes de déplacement dans cette partie-là de la ville. Donc j'avais commencé à m'intéresser aux ravines. Là, on a la ravine Madaniel qui a servi finalement, comme beaucoup de ravines, de manière d'accéder au territoire et finalement d'aller construire ces 2 premiers camps de part et d'autre de la ravine. Et bon, ce qui m'a intéressé aussi dans cette problématique, c'était l'étude qui avait été faite sur l'impact que pouvaient avoir des inondations et du ruissellement issu de pluies tropicales sur ces rivières sèches. Et on voit qu'avec la densification de ce territoire, on a une élévation du niveau de risque assez importante, puisque au lieu d'inonder des zones naturelles non construites, on a maintenant un impact qui pourrait se faire sur un territoire fortement urbanisé. Mais voilà. Le 24 avril 2022, la problématique du terrain de recherche a changé de situation, puisque c'est un peu la date du déclenchement des affrontements armés entre gangs rivaux qui ont rendu l'accès au nord de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince par la plaine du cul-de-sac très risqué. Et donc, au lieu de se rendre sur le territoire de Canaan, on a testé avec nos collègues d'Urbater une espèce de terrain inversé où on a plutôt fait venir une dizaine de leaders, hommes et femmes issus de plusieurs quartiers de Canaan, à participer à un atelier d'une journée au sein de la FDS UEH. Et c'est ce qui a lancé finalement ce premier atelier et une série de workshops, des combits. J'expliquerai aussi plus tard pourquoi on a appelé ça des combits, qui ont visé à une observation nomade et un arpentage des communs par le lit des ravines à la marge de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, regard croisé entre 2 sous-bassins versants, c'est-à-dire le sous-bassin de la colline sur laquelle Canaan est installé, et les sous-bassins versants où le terrain de recherche tête de l'eau se situe. Et donc à cette occasion-là, on a choisi de partir du centre-ville dans des zones qui étaient moins soumises à une insécurité
Et on a été explorer à 2 reprises Turgeot, Cité Canada, Croix-de-Pré, Caracou et Tête de l'Eau, qui finalement est devenu mon terrain de recherche privilégié. Alors ici, l'approche qu'on a eue au niveau de ces combites, c'est une approche à partir du prisme de l'eau, considérée en tant que ressource, et en prenant également en compte le risque lié au phénomène hydrogéologique et à la transformation du territoire à travers les singularités, les invariants liés à la présence d'eau sous toutes ses formes et usages. On avait demandé à nos étudiants de venir avec 2 images qui pour eux représentaient le contact et en tout cas le rapport qu'ils avaient à l'eau dans leur quotidien. Et ça, c'est un peu ma contribution, c'est-à-dire que là, j'ai à la gauche, j'ai installé ce qu'il y avait sur le toit de ma maison pendant les 3 mois où je suis resté à Port-au-Prince. Donc là, on voit la nécessité finalement d'organiser son stockage et son autonomie. Et avec en filigrane, en arrière-plan, la pression d'une urbanisation. Donc on voit là le quartier de Jalousie qui vient carrément entourer donc, une urbanisation plus construite qui vient de la... pardon, je passais trop vite. Et sur la droite, là, on est à Canaan, et là, on a un autre type de... Je trouvais que c'était un rapport intéressant. Finalement, on ne voit pas trop l'eau, on voit qu'elle est passée ou qu'elle passe par là. Mais ce qui m'intéressait, c'était les liens, et je trouvais très symbolique cette image de pouvoir tracer des ponts entre des territoires qui, à certains moments, étaient séparés par... par l'eau ou par aussi des pratiques qui pouvaient être différentes. Alors, donc, on travaille beaucoup avec les SIG pour garder des traces aussi de ce qu'on fait sur le terrain. Et donc là, je vous localise, Port-au-Prince est ici, Canaan, on ne le voit pas, il serait situé en dehors de l'écran. Et donc, finalement, en partant de Pétionville, qui est ici, on a été travailler sur une ravine qui est Tête de l'Eau. Et cette ravine fait partie de la commune de Pétionville, donc le bas de la ravine. Et ça, je développerai plus tard aussi quel est ce rapport avec une ville beaucoup plus structurée et qui a aussi un plan à damier comme Port-au-Prince, comme on l'avait au début. Alors, les combits, donc pourquoi on appelait nos workshops et notre travail de terrain combits, on s'est référé au système d'entraide rurale et au combit agricole qui a toujours donc ses utilités dans le monde agricole haïtien, pour le transposer finalement dans le milieu urbain et dans des zones qui sont un peu entre le monde agricole et le milieu urbain, qui sont finalement ces ravines qu'on va découvrir au fur et à mesure. Alors, préalablement au terrain de recherche, on a établi des contacts avec une association récente d'habitants et d'habitantes qui était concernée par une problématique d'inondation récurrente dont l'origine du problème a été identifiée en amont de leur habitation, à la hauteur d'un dallo qui franchit la ravine. Donc c'est un peu ce qu'on voit ici. Donc on voit ce qu'il en reste en tout cas, et la ravine qui a été un peu dégagée. Donc on voit quelques galettes, quelques cailloux, quelques gravats. Il y a ce qui pourrait sembler être beaucoup de déchets, mais c'est ce qui s'est accumulé à la suite d'une inondation récente, mais qui avait été nettoyée préalablement. Alors ici, ce qu'on voit au-dessus de la tête de notre étudiant, finalement, c'est le chemin naturel de la ravine. Et j'aime bien cette photo également. On voit aussi que l'urbanisation des ravines, c'est jusque dans les ravines. Et donc, on a vraiment une pression urbaine qui va jusqu'à la limite du milieu naturel et qui finalement en paye les conséquences. Alors ça, c'est quand on remonte de l'aval vers l'amont, c'est la ravine Tête de l'Eau vers le haut, vers la zone qu'on a été arpentée avec 25-30 étudiants à plusieurs reprises d'avril à juin 2022. Et donc, c'est du haut de ce relief très marqué
que vient l'eau quand on a une problématique de pluie. Cette ravine, enfin l'aval de cette ravine est aussi marquée par une occupation singulière du sol, pardon, qui prend la forme d'un marché de gros détail de produits alimentaires de base qui sont cultivés dans les hauteurs de Kenskov notamment et qui sont acheminés sur place par camion. Le marché est aussi installé sur le chemin de l'eau finalement. Alors quand je parlais de dynamique, des images fixes quand tout est sec, ça ne représente pas grand-chose. Donc je vous propose quelques secondes d'une vidéo qui nous a été transmise en avril 2022 à l'occasion d'un phénomène géologique intense qui a donné ce qu'on va voir maintenant. Et donc, là, on est à l'endroit du Dalo, en fait, la première image que je vous ai montrée tout à l'heure. On reconnaît la boutique là, avec ces petits tableaux pour annoncer les prix. Donc voilà, donc ça c'est, on a eu les deux côtés, on a la ravine sèche finalement qui sert bien tout le monde à un moment pour se déplacer, pour y développer des usages, pour habiter, et puis il y a son côté plus toxique et plus dangereux qui est récurrent finalement et avec lesquels les habitants composent tant qu'ils peuvent. Alors ici, là on voit la partie préparatoire du workshop, c'est-à-dire qu'on l'a préparé, du Combit, pardon, on l'a préparé avec nos étudiants en amont à la faculté des sciences. Et donc, c'était un moment aussi où on a pu, avec nos collègues, ici on voit Gary Lérisson et Karine Bouchereau, aussi les préparer à un concept théorique auquel ils n'avaient pas encore été confrontés. On a tout doucement amené, sans en faire un cours magistral, la notion de ce que pouvait être le concept théorique des communs. Alors, par rapport à la thèse en cours, et suite au travail de terrain qui se sont succédés depuis 2018, j'ai mis une hypothèse comme quoi la capacité de résilience des populations les plus vulnérables au risque de catastrophe en Haïti augmente lorsqu'une conscience des communs existe et qu'elle aide un territoire informel à s'auto-organiser. Donc, dans un premier temps, j'allais réaliser un travail de terrain pour partir à la recherche de communs qui se seraient organisés sur ces différents territoires. Donc, la question des communs, elle est venue pour Haïti un peu symboliquement avec cette photo, finalement. Et c'était plus la notion du commun territorial et de la façon dont on pouvait préserver et identifier des lieux qui pouvaient à la fois rassembler, créer les lieux du débat et les conditions d'en faire quelque chose qu'on veut conserver et qui identifie un territoire. Alors, l'hypothèse que j'ai formulée, qui va s'appuyer sur un concept théorique, le concept théorique des communs, il se formule dans un contexte sociopolitique tendu où le système politique de l'État haïtien défaillant interroge sur le contenu réel de sa responsabilité de protéger sa population et sur la capacité de l'État à faire face à l'adaptation aux crises contemporaines et humanitaires. En fait, il se pose aussi la capacité à faire appliquer des règlements, finalement, sur des territoires, puisqu'on s'est rendu compte qu'en dehors de l'État, il y a quand même des institutions qui fonctionnent et qui produisent des réglementations, notamment en matière d'urbanisme, mais qui sont difficilement ou pas applicables sur le terrain. Et donc, la réflexion sur les communs, elle est venue dans ce contexte d'état défaillant, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait remplacer, qu'est-ce qui pourrait finalement aider des populations à
se rassembler, se fédérer autour de quelque chose qui n'est pas institué par l'État dans un processus venant du haut vers le bas. Donc, au départ, il y a une espèce d'opposition un peu traditionnelle entre Elinor Ostrom et Garrett Hardin. Donc, Garrett Hardin, à l'origine d'un article scientifique qui date de 1968, il a tracé une vision assez pessimiste de la gestion des communs, en affirmant que la destination vers laquelle chaque homme se hâte est la ruine, chacun poursuivant son propre intérêt dans une société qui croit à la liberté des biens communs. Donc, en résumant très fort, pour lui, laisser des biens ou un territoire s'autogérer uniquement par des personnes sans avoir d'autres formes d'organisation, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est ce qu'il a appelé la tragédie des communs. Elinor Ostrom, finalement, c'est la position qu'on va plutôt retenir. Elle trace une seconde voie qui s'oppose à la tragédie des communs décrite par Hardin, et qui, pour elle, il ne faut pas voir les communs comme des pièges qui se referment sur les individus, mais comme un ensemble de formes d'ingéniosité collective qui permettent de gérer de manière pérenne des ressources communes. Et elle a aussi défini 8 conditions qui permettent de vérifier si un commun peut se pérenniser dans le temps, parce que finalement, s'il n'y a pas de pérennisation d'une conscience de gestion commune, il n'y a pas d'existence de commun, et il n'y a pas de commun non plus sans règles. Ce ne sont pas des règles instituées par un État central, mais plutôt des règles qu'on s'impose ou qu'on s'auto-impose par soi-même à travers une communauté clairement identifiée qui gère finalement soit des ressources, soit un territoire en commun. Alors, la vulnérabilité du territoire sur lequel je travaille m'a incité aussi à explorer une troisième voie dans la ligne d'Alexandre Morin et de Lionel Morel. Et ces auteurs proposent de considérer l'existence de communs issus d'un héritage négatif en cherchant à changer la perspective sur la manière de prendre en charge ces héritages négatifs et en s'interrogeant non seulement sur la gestion de la ressource, mais aussi sur le système dans lequel elle s'insère. Et donc, ce que j'ai retenu aussi, c'est que ça permettait aussi de considérer leur interdépendance avec d'autres territoires et d'élargir les acteurs concernés par ce commun au-delà des seuls habitants qui en pâtissent. Dans le cas des ravines, c'est particulièrement pertinent puisque finalement, on a un territoire qui se décompose entre un aval et un amont. Et en général, il y a beaucoup plus de problématiques qui sont liées avec ce qui se passe en amont et qui sont subies par les personnes et les populations qui habitent en aval. Par contre, j'ai pu observer qu'elles ne se parlaient pas nécessairement et qu'il n'y avait pas toujours de processus qui permettaient de mettre en relation et en lien ces différentes sections d'un territoire installées sur des pentes très marquées. Et donc, dans le cadre de la thèse, je mobilise les concepts qui sont développés par Armstrong pour initier et renforcer une gouvernance participative d'un territoire vulnérable, qui serait considéré finalement comme commun, et ceux de Monin et de Morel pour s'appuyer sur des communs matériels et immatériels négatifs qui permettent d'envisager une problématique locale tout en instaurant de nouvelles relations entre les communautés établies sur des territoires a priori non connectés. Alors, tout ça se fait par l'arpentage, finalement, d'aval en amont de ce territoire de la ravine. Et donc, aller sur le terrain, et hors micro, avant le début de la conférence, Kelly Guerrier rappelait que finalement, par l'intermédiaire des combits, par l'intermédiaire du travail de terrain de recherche, on a amené des étudiants, des étudiantes haïtiens, des collègues également, à aller dans des territoires sur lesquels on ne serait jamais intervenu ou on n'aurait jamais été regardé non plus. Et ça, c'est important parce que finalement, aller regarder l'autre, aller entrer en contact avec l'autre, faire un pas, marcher sur les chemins sur lesquels il emprunte et s'interroger un peu sur ses expériences, ses souvenirs, faire des constats ensemble et des observations, ça permet déjà d'établir des liens
et d'envisager des relations qui permettent peut-être de mieux construire un territoire et de faire entrer des notions de solidarité sur celui-ci. Alors, observer des communs institués, en tout cas dans le cadre du terrain de recherche et des observations qu'on a pu faire, je ne peux pas dire que j'en ai rencontré. Par contre, sur le territoire de Tête de l'Eau, il y a une forme d'action collective qui a été initiée par une association, Solidarité Tête de l'Eau Pétionville, et qui se limite malheureusement la plupart du temps à une relation de service rétribuée pour compenser le manque d'implication des institutions et du ministère des Travaux publics en particulier. Et donc, cette relation avec contrepartie, elle a comme objectif d'agir en amont pour atténuer en aval les effets liés aux inondations qui se manifestent notamment au détriment des habitants de la rue Grégoire, qui est une rue qui est connectée avec Pétionville, hein, qui est un centre urbain assez développé. Et donc, ça concerne des détériorations de voirie, des alluvions et des pierres qui obturent les accès aux maisons privées et occupées par des habitants socialement privilégiés. Et donc, le caractère, la position socialement privilégiée, c'est un premier biais déjà dans une association qui partirait que l'on essaierait de voir à travers finalement un concept théorique des communs, c'est qu'elle n'est pas très représentative, et donc on a essayé aussi de travailler de réfléchir à la façon comment on pourrait amplifier un réseau à partir d'une association qui pourrait rendre plus représentatif cette association et travailler mieux sur le territoire. Par exemple, en intégrant des représentants des marchands du marché. Vous verrez que finalement, c'est quelque chose qu'on a abandonné, et on a essayé de se rapporter à des réseaux qui peut-être étaient déjà institués sur le territoire sans le voir. Alors, là, on vient sur la ravine Tête de l'Eau. On voit un engin de travaux publics du ministère des Travaux publics, qui finalement s'est engagé plus ou moins à la suite des demandes récurrentes de l'association Solidarité Tête de l'Eau Pétionville à fournir des moyens logistiques et humains pour permettre le déblaiement des alluvions et déchets qui encombrent le lit de la ravine en amont du marché. Mais ce qu'on a pu observer, c'est que cette pelle mécanique, elle semble rester à demeure sur le site, mais les camions et la main-d'œuvre destinée à l'évacuation des déblais n'est pas mise à disposition. Et donc, le service rétribué dont je parlais tout à l'heure, l'association pallie à ce manquement en finançant directement les chauffeurs qui mettent alors leur véhicule à la disposition de l'association contre une rémunération de l'essence et du couvert. Donc, on est dans une construction. Donc, il y a une petite intervention d'une institution de l'État, mais finalement qui n'est pas maintenue dans sa continuité, mais qui est palliée par des personnes qui sont concernées par une problématique d'inondation. Je viens de faire une fausse manœuvre. Voilà. Alors, là, je vais vous amener à partir de quelques images sur un parcours qui part du bas de la ravine vers le haut, donc de l'aval à l'amont. Et j'ai sélectionné des photos qui montrent des pratiques sociales, des interventions sur le territoire, mais qui sont, que j'ai considérées comme étant individuelles et pas nécessairement connectées à une action collective de protection par rapport à l'eau. Donc ici, on voit un ensemble d'habitations sur la limite duquel on a construit une forme de protection, une limite par rapport à la propriété privée. Et là, on est dans ce que j'ai considéré comme une action individuelle. Un autre exemple, donc c'est des soutènements, des réponses à des problématiques de ravinement qui sont aussi posées de façon individuelle. Là, on est en présence d'ouvrages qui sont relativement bien construits, avec des pierres assemblées. Mais on a aussi, oui, là je l'ai laissé aussi, là on n'est pas dans la construction d'ouvrages, mais on est dans les interstices finalement de la ravine où on installe un usage qui est un usage de lavoir
et où, pour que le lavoir fonctionne, on a une autre forme de pratique. Donc, c'est installer finalement une adduction d'eau qui viennent des réservoirs qui sont installés beaucoup plus loin et qui permettent d'amener de l'eau sur le point du lavoir. Alors ici, on a un autre exemple, c'est constitué donc, de sacs de récupération ou qu'on a remplis avec des cailloux. Donc, ce qui aurait été intéressant de faire finalement sur tous ces petits ouvrages individuels de protection, ça aurait été aussi de pouvoir rassembler les quelques personnes qui ont travaillé sur ces ouvrages de protection pour pouvoir en faire un récit. Donc ça, c'était plutôt une démarche que j'aurais dû faire plus tard, mais qui a été interrompue par la situation sociopolitique du pays. Mais finalement, c'est des petits ouvrages qui racontent peut-être beaucoup de la vie d'une petite partie de la section de la ravine. Là, on continue à monter et on voit donc cette présence de l'urbanisation et aussi encore des formes de soutènement organisées là avec de la terre et aussi les mêmes sacs qu'on a vus précédemment. Et donc, pour pouvoir vérifier que ce territoire finalement se transforme en commun et que ces communs étaient préexistants, il nous aurait fallu, on aurait dû pouvoir tenir compte du mode d'organisation et de gestion. Et donc, dans les ouvrages et dans les pratiques qu'on a pu observer sur le territoire, à ce stade-ci, je n'ai pas pu vraiment identifier de mode d'organisation et de gestion collectif qui aurait pu permettre d'affirmer que des communs étaient en train de se constituer. Alors, par ailleurs, la notion d'histoire collective semble peu présente aussi sur le territoire de la ravine, et la conscience d'appartenir à une communauté complice et solidaire n'a pas été démontrée par l'observation de structures socio-spatiales qui auraient été co-construites pour ménager le territoire et qui auraient permis finalement par la suite d'y instituer de facto des communs. Et donc, je suis arrivé à la conclusion, à la suite de la dernière mission, que l'arpentage des différents terrains de recherche depuis 2018 n'avait pas pu permettre d'observer des communs, ni de valider les conditions qui, selon Ostrom, permettaient d'envisager un commun sur un temps long aussi. Donc, on a souvent des réponses, elles sont peut-être un peu collectives, mais ce sont des réponses qui sont provoquées par un choc. Et quand le choc disparaît, on revient à une forme de quotidien qui oublie un peu que le choc suivant n'est pas loin et qu'on pourrait peut-être réfléchir à une organisation plus pérenne. Alors, dans le prolongement de ce constat, j'ai fini par adhérer à une ligne qui a été définie par Dardot et Laval et qui dit que le seul acte d'instituer des communs fait exister les communs et qu'il n'est pas donc nécessaire de faire des communs une donnée préexistante du territoire que l'on doit reconnaître et protéger. Le commun n'est donc pas nécessairement un processus spontané qu'il s'agit de stimuler et de généraliser. Et donc là j'ai changé mon approche. Et donc, au lieu de rechercher des actions collectives qui pourraient être identifiées avec toute une série de conditions et des communs, je suis plutôt maintenant dans une direction qui serait de partir de pratiques sociales qu'on aurait identifiées sur place, de les identifier et de voir comment, à partir de là, on pourrait instituer un commun. Et donc, le fait de ne pas observer la présence de communs dans les limites du terrain de recherche n'est pas incompatible avec la question de recherche initiale, puisque finalement, on pourrait, sans doute, avec une méthodologie et une pédagogie particulière, en instituer sur le territoire. Donc, l'hypothèse liminaire serait complétée. Donc, le concept théorique des communs proposé dans le cadre de la thèse pouvait être superposé à des pratiques sociales existantes. Ces pratiques sociales constitueraient une forme préalable à l'institution de communs qui serait renforcée dans le cas où la conscience d'un commun se développe et aide un territoire informel à s'auto-organiser autour de celui-ci.
cette dia, c'est aussi pour illustrer la trace et la nécessité de garder des traces. Et donc, j'avais déjà évoqué le SIG et QGIS au début de la présentation. Et donc là, ce que j'ai fait aussi, c'est géolocaliser toutes les prises de vue réalisées sur le territoire qui permettent par la suite de pouvoir revenir à distance sur un territoire observé et de ne pas avoir une bibliothèque de photographie qui soit distinguée d'une cartographie, mais qui en fasse intégralement partie. La notion de revenir sur le territoire, elle fait aussi appel à la situation socio-politique du pays et sécuritaire, qui fait que finalement, même en y étant sur place, on n'est pas très certain de pouvoir encore avoir accès à ces territoires de façon sécuritaire. Alors, le SIG, pour soutenir la méthodologie de thèse aussi, j'ai aussi développé un travail de terrain qui mobilise le corpus théorique des communs à partir d'une méthodologie basée sur les transects, qui permettrait de mettre en évidence des formes de vie collective humaine dans un cadre géographique permettant de croiser les enjeux environnementaux ou les usages. Et donc, c'est voir les transects urbains appliqués à la ravine comme une pratique de terrain, une technique de représentation et un processus de projet. C'est une méthode qui est également mobilisée dans la ligne de Tixier, qui pour lui, le transect se pose aussi en outil d'interrogation, d'expression de l'espace sensible et des pratiques dans le but de formaliser un lieu de débat et de rencontre avec les acteurs de l'urbain. Donc, c'est d'abord dans les travaux préparatoires avec les étudiants d'Urbater, en revenant dans les locaux de l'université, c'est reprendre les croquis que chacun avait fait, c'est retracer une première forme de transect de façon intuitive et de façon collaborative d'y amener les informations que chacun y aurait relevées. Alors, c'est aussi un outil qui est destiné à revenir sur le territoire et à faire participer aussi les communautés dans lesquelles que l'on traverse, pour aussi qu'elles puissent avoir un apport d'enrichissement de ces transects qui nous servirait à développer la problématique de thèse. Alors, toujours la problématique de se dire comment on travaille sur un terrain auquel on ne peut plus accéder. On a réfléchi avec une seconde étudiante dans le cadre d'une bourse d'initiation à la recherche, Elisa Galland, à comment on pouvait, à distance, revenir sur un terrain de recherche en modélisant ici la ravine Tête de l'Eau et la ravine Millier sur un modèle SketchUp dans lequel on peut, a posteriori, venir découper les transects et y travailler de façon distancielle. Et donc là, on a mis au point une forme de tutoriel qui permet, qui peut être diffusé et qui permet donc d'utiliser toute une série de logiciels et de méthodes pour transposer un territoire en 3 dimensions et pouvoir y revenir. Bon, naturellement, on n'a pas la précision d'image très fine, mais en tout cas, quand je suis à Mons au bureau, ça me permet quand même de revenir sur mon terrain de travail. Alors, ces croquis de transect, ce travail sur un modèle 3D, mais ça permet de tirer déjà 2 premiers résultats de la recherche, qui sont 2 transects dans le fil de la ravine. C'est des transects qui sont en cours et on expérimente finalement plusieurs techniques qui permettent de positionner le reportage photographique d'une autre façon, d'amener aussi le croquis des zones rencontrées et de voir un peu comment on peut amener une forme de mise en évidence du tracé de l'eau aussi à travers les croquis qu'on met en place. Et donc, c'est de revenir aussi avec des formes imprimées de ces documents qui sont très longs et de pouvoir peut-être réactiver des principes de table de quartier et de revenir le compléter avec une approche liée finalement à une connaissance et une expérience du terrain par les habitants eux-mêmes qui viendraient enrichir le projet de recherche. L'objectif serait de développer un outil pédagogique à partir du transect pour sensibiliser et faire émerger au sein de la population des différentes sections de la ravine une conscience des communs à partir de pratiques sociales préexistantes qui seraient identifiées
sur un paysage et un territoire commun qui serait la ravine. Cette description du territoire devrait notamment identifier des invariants structurels, finalement, qu'est-ce qui ne bouge pas sur le territoire, et révéler des structures spatiales à partir desquelles une solidarité pourrait se construire, faire émerger des formes de résilience sur le territoire, des formes de commun positifs, à partir desquelles pourrait s'opérer une sensibilisation de la population à une solidarité de facto dont elles n'ont peut-être pas conscience. Alors ici, on est dans un exemple, c'est un autre projet de recherche qui a été développé dans la vallée de l'Uvauve, dans le cadre d'un projet d'infrastructure ferroviaire, d'une ligne de TGV qui est reliée au Bagne et à Marseille. Et là, le collectif pluridisciplinaire avait des enjeux comme enjeu de développer une méthodologie pluridisciplinaire, donc rassembler plusieurs disciplines autour d'une méthode, élaborer un outil de médiation et d'organiser le débat entre les acteurs, révéler des lieux et des opportunités de projet. Et donc là, on voit qu'ils ont finalement, enfin, on s'est inspiré un peu de leur travail pour travailler sur le terrain, donc d'avoir un travail qui peut prendre la place dans un carnet, mais qui peut aussi après donner des résultats assez graphiques qui peuvent être des outils de communication à la fin du projet. Mais moi, ce qui me semblait aussi le plus intéressant, c'est quand j'expliquais de revenir avec ces transects imprimés, mais là, on a une illustration où cette équipe est revenue sur les lieux de la question pour questionner les habitants, pour enrichir leurs connaissances avec du vécu local et finalement peut-être faire émerger des lieux dont ils n'avaient pas conscience et des projets aussi. C'est aussi une façon d'opérationnaliser une méthode de recherche. Oui, ça ambitionne aussi, les ONG finalement, elles viennent mettre en place des projets sur place, elles ne sont pas toujours outillées pour avoir accès au territoire et donc la démarche ambitionne aussi d'apporter une aide pour travailler sur le terrain à partir du concept théorique des communs en utilisant un outil qui permettrait le dialogue entre les communautés réparties sur un territoire plus large. Et donc, sur des sections territoriales interconnectées spatialement, mais qui ne le sont pas toujours d'un point de vue social. Et l'objectif final de la thèse, ça pourrait être la mise au point d'une méthodologie pour créer des communs dans un territoire sur lequel une forme de solidarité, parfois contradictoire, existe. Alors, je me suis aussi appuyé sur ce qu'on peut appeler une émergence de solidarité de bassin versant à travers deux cas, où je vais passer très vite et je ne les illustrerai pas, mais il y a un premier cas qui est situé au nord du monde, c'est le bassin versant solidaire de Forêt à Bruxelles, en Belgique. Et donc, ça a été, en fait, les différents comités de quartier ont fait émerger une association, l'État généraux de l'eau à Bruxelles, qui promeut une nouvelle forme d'initiative citoyenne et qui vise à développer un bassin versant solidaire sur la commune la plus touchée de Bruxelles par les inondations et de faire de la pluie un élément fédérateur de nouveaux collectifs. Et donc, le bassin versant, finalement, il permet de dépasser toutes les limites administratives et le bassin versant d'une ravine, ça peut être aussi le lieu où on pourrait fédérer des communautés à travers d'un événement hydrogéologique, hydraulique, la pluie qui a ses aspects positifs et la pluie aussi qui amène toute une série de facteurs de risque complémentaires. Et donc, ils définissent le bassin versant solidaire comme une entité géographique et topographique dans laquelle l'objectif est de limiter le ruissellement, favoriser l'infiltration en amont, mais aussi de créer une unité sociale et politique où on promeut la solidarité des habitants du haut de la commune avec ceux du bas dans une lutte contre les inondations. Donc, je trouvais ce principe de lier finalement les destins du haut et du bas, alors qu'ils sont quelquefois souvent opposés. Alors, ils mènent des propositions d'action qui débouchent sur plusieurs dispositifs de rétention et d'infiltration des eaux, en proposant notamment un concept de nouvelle rivière urbaine que je ne développerai pas, mais qui vise à réouvrir des tuyaux et rendre finalement le tracé de l'eau pluviale aérien plutôt que de le laisser dans des tuyaux. Alors, le second cas,
je me suis posé la question de comment finalement amplifier le réseau d'une association, comment aller chercher des représentants sur un territoire. Et j'ai étudié par l'intermédiaire d'un article sur une expérience de co-construction urbaine face aux inondations à Dakar. J'ai été sensibilisé finalement par leur approche qu'ils avaient à partir des groupes d'épargne collective informels. Et donc, selon les auteurs de l'article, donc cette approche a comme objectif de co-construire la ville à partir de méthodes basées sur l'épargne collective qui doivent permettre aux habitants, notamment des quartiers précaires, d'orienter, voire d'intervenir directement dans les politiques urbaines qui les concernent. Et donc, c'est à partir de groupes informels qui consacrent une partie de leur épargne à intervenir sur des ouvrages, des petits ouvrages, des micro-projets de protection contre les inondations. Bon, à la différence d'Haïti, c'est que là, l'État a quand même une présence à travers ses institutions, même si les budgets ne sont pas énormes, il y a quand même une aide sur le territoire étudié pour mettre en place ces projets. Ce n'est pas que les groupes informels d'épargne qui y parviennent. Et donc, je me suis dit que pour créer du réseau sur des territoires comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas se baser sur les tontines haïtiennes qui sont fort présentes dans les quartiers informels et dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et de partir finalement d'un réseau existant pour les mettre en relation et amplifier cette notion de territoire à partir des groupes informels d'épargne. Alors donc, pour Dakar, ils ont constaté que ça produisait à la fois de la connaissance sur les problèmes des quartiers à travers les gens qui y participaient. Et donc là, ils avaient aussi une volonté de reconstruire leurs maisons affectées par les inondations, produire des moyens pour mener des projets urbains et gagner en légitimité auprès des acteurs locaux et internationaux du développement urbain qui, en voyant une démarche liée à une forme d'économie, avaient, selon eux, plus d'aptitude à apporter une aide ou à développer des projets. Et donc, ça permettait aussi de créer un espace de débat au sein des quartiers à partir du projet. Et donc, voilà, ça positionne un peu les pistes sur lesquelles je suis dans l'état actuel de la thèse et qui permettrait donc de finaliser finalement la question du réseau et d'avoir deux prismes qui me semblaient intéressants à développer pour développer cette méthodologie sur le terrain. Alors, je vais terminer avec la création collective de nouveaux rituels, parce que finalement, on parlait du carnaval en début de présentation, et c'est des moments où, avec des rituels, on crée du lien social aussi. Et donc là, c'est une diapositive qui illustre un projet qui s'est mis en place à la Palomera à Caracas, au Venezuela, avec le bureau d'architectes Enlace, qui ont travaillé avec la population sur un quartier. Et là, on voit l'acheminement d'une maquette qui ont été faites avec des éléments de récupération et qui vont amener dans le quartier pour y créer un événement de construction de cette maquette et un événement de diffusion, de débat par rapport à un projet dans les territoires. Et donc, ils ont utilisé un petit groupe de musique. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas utiliser un groupe de raras haïtiens dans les ravines pour aller porter finalement des projets et créer du lien à travers une forme de rituel. Et donc, c'est un peu aussi à partir de là que le groupe Stalker, dans les années 90, aussi s'est inspiré de démarches un peu alternatives à l'urbanisme pour essayer de créer du lien dans ce qu'ils ont appelé de l'urbanisme comportemental. Et donc, voilà, donc ça montre un peu la mise en place de cette maquette aussi co-construite avec l'exposition et le projet qui se monte sur les rues, enfin sur les murs de soutènement de la rue. Et puis finalement, on en arrive à créer des sourires auprès de la jeunesse qui est rassemblée dans le moment où cette cité est terminée. Et donc, ils ont réussi à créer du lien et à développer la conscience d'un lieu et la nécessité de se mettre ensemble pour développer du projet. Lorenzo Romito, dans une interview, Lorenzo Romito qui a participé au comité Stalker, on lui posait la question: pensez-vous qu'aujourd'hui l'enseignement de l'urbanisme est obsolète?
Et lui répondait de façon très radicale, on peut même dire que l'urbanisme est obsolète. Et c'est vrai que dans des territoires comme ceux qu'on vient de découvrir ensemble, il y a certainement plus d'alternatives à développer que de méthodes déjà préconçues à mettre en place sur ce territoire. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et voilà, maintenant, je vais laisser la place aux questions et aux réactions. Ouais. Kelly, nous ne t'entendons pas en fait. Ouais. Désolé, vous m'entendez maintenant? Oui, tout à fait. Oui, ça va. Merci Fabrice, tu as été dans les temps. Et si Olivier, tu n'as pas de réaction, on va prendre les questions tout de suite. Il y a Miroud Saint-Just qui vient de poser une question. Alors, s'il vous plaît, les amis, des questions courtes et puis pas de développement vraiment avant de poser la question parce qu'on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir intervenir. Alors, Miroud, c'est juste si tu veux poser ta question de manière très, très courte, ce serait très bien. Si tu as commencé à parler, on ne t'entend pas. On ne t'entend toujours Le pas. micro est éteint, je pense. Alors, est-ce que vous pensez, ça c'est mieux de Saint-Just, est-ce que vous pensez que les ouvrages de protection individuelle des ravines peuvent atténuer de manière efficace les effets des torrents sans les soutiens de l'État et des simulations hydrauliques? Mais c'est clair que quand on a le soutien, alors je pense peut-être qu'on pourra avoir, ça tu pourras peut-être confirmer, Kelly, il y a quand même des gens dans les ministères ou qui peuvent aider à apporter des données qui permettraient de mieux comprendre comment peut-être l'hydraulique fonctionne dans les ravines. Mais je pense que c'est des réactions aussi qui sont un peu intuitives et qui sont un peu issues de l'expérience des habitants, mais qui répondent à un problème qui les concerne personnellement. Et peut-être, donc ça répond à un moment donné à une problématique très locale. Après, quand on voit l'intensité des torrents sur la vidéo que je vous ai montrée, il n'y a pas grand-chose finalement enfin, dans les ouvrages un peu désuets qu'on a vu mettre en place qui pourraient rester en place. Il faudrait peut-être aller voir finalement comment ça se passe. Moi, j'en ai vu quand même qui avaient l'air d'être installés là depuis longtemps et donc finalement qui jouaient un rôle quand même intéressant. Mais dans la réflexion, moi, ce que je me suis posé comme question, ce qui serait peut-être intéressant, c'est si cette démarche individuelle était peut-être généralisée collectivement, ça éviterait peut-être d'avoir un ouvrage qui renvoie les eaux chez le voisin, par exemple, des choses comme ça, et donc de collectiviser finalement, sans avoir une aide scientifique ou extérieure si elle n'arrive pas, de collectiviser des expériences personnelles qui rendraient une action sur le terrain sans aide extérieure efficiente. Ok, très bien. Arsène Faro, tu peux poser ta question. Bon, alors il demande, est-ce qu'il y a un plan de prévention des risques à rapport au prince? Bon, en Oui, fait, oui, oui. Mais ça, je sais, bon, si tu veux, Fabrice, je peux ouais, vas-y. intervenir. Je sais que ça existe. Il y a des plans il y a beaucoup de travail qui ont été faits par le PNUD et sur les risques à Port-au-Prince. Mais bon, après l'application de tous ces plans-là, et ça reste encore la question. Si je peux compléter, Kelly, c'est un peu la démarche qu'on a eue en mettant en place Urbater, c'est de toucher finalement des professionnels de l'aménagement qui étaient déjà en place soit dans des bureaux privés, soit dans des ministères, mais qui n'avaient peut-être pas été sensibilisés à toute cette documentation sur le risque qui a été publiée. C'est vrai qu'on se pose toujours la question des données en Haïti, c'est qu'est-ce qu'on en fait, et peut-être ailleurs aussi. Hein, finalement, à un moment donné, on produit beaucoup de choses, mais est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce que les études qui ont été faites ne sont pas conservées quelquefois par
voilà, quand c'est des projets qui viennent de l'étranger, comment on diffuse l'information finalement. Et donc, on pensait qu'à sensibiliser aux risques et aux territoires vulnérables à partir de ce master, ça permettait, une fois rentré dans les institutions, peut-être, encore une fois, dans un processus qui vient du bas, d'avoir son action sur le long terme et de pouvoir mieux intégrer cette problématique-là. Oui, tu as raison. Donc, j'ai cité le PNUD, mais je pourrais citer aussi le microzonage sismique de Port-au-Prince qui avait été fait par le BRGM, le Bureau des mines et le laboratoire national. Il y a plein d'autres études. Bon, c'est ça qui me vient en tête pour le moment. Mais comme tu l'as dit, Fabrice, parfois, c'est des études qui restent en PDF, sur les ordinateurs des gens, ou bien c'est un projet, il y a un certain nombre d'exemplaires et du rapport qui ont été imprimés en dur. Ça a été distribué le jour de la présentation du rapport. Après, on n'en a plus entendu parler. Et donc, moi, comme je fais le cours sur les risques naturels aérobataires, de temps en temps, j'essaie de sensibiliser les étudiants à aller chercher ce genre de rapport-là pour pouvoir déjà les lire, comprendre ce qu'il y a dedans et les appliquer aussi, parce qu'ils font comme dans le milieu professionnel. Et OK. Il y a Alice Meurice. Tu peux poser ta question. Alice? Oui, bonjour. Oui, tu peux intervenir. Bonjour. Du coup, pour avoir travaillé sur plusieurs communs ruraux, notamment en France européenne, en France hexagonale, j'ai constaté que leur tenue, ça tenait beaucoup, ces espaces-là, s'il y avait de l'économie, en fait, qui soutenait les usages. Comment est-ce que vous avez pu travailler cette question-là de l'économie qui soutient et comment est-ce que vous avez pu aller récupérer des usages ruraux peut-être Est-ce que vous avez travaillé cette question-là, d'aller chercher des usages ruraux amont pour les proposer dans ces territoires néo-urbains, mais avec des populations rurales? Alors, la question de l'économie, c'est un peu l'objet de l'intervention à partir des cas. C'est vrai que je ne l'ai pas conscientisé dès le départ. Et je me suis posé cette question-là, effectivement, de la façon dont on pouvait valoriser dans une certaine forme une forme d'économie qui serait issue de ces territoires en fonction des ouvrages qu'on devrait mettre en place, etc. Mais ça je ne l'ai pas encore formalisé du tout. L'approche que j'ai eue, c'est plus à travers des groupes d'épargne, mais là, on n'est pas vraiment dans une économie qui permet de... Là, on est plutôt dans du partage de moyens en commun. Hein. Donc, je suis conscient effectivement qu'il y a, cette problématique économique qui devrait être mise en place dans le cadre de la recherche, en tout cas dans le développement sur le territoire. Et, Juste pour compléter, oui. parce que en fait, vraiment, il me semble que quand ces communs ruraux disparaissent parce qu'ils sont urbanisés, etc., c'est vraiment une histoire d'économie qui change. Une économie rurale qui est plus assez rentable et d'autres usages urbains, notamment la construction, qui remplacent, quoi. Oui. J'arrête. Oui. Non, mais c'est intéressant, effectivement. Et alors, en ce qui concerne ce qu'on aurait pu transposer des territoires ruraux, là, je n'ai pas trop travaillé dessus, à part avec nos collègues par rapport au Combit. Et donc, je pense que si certaines personnes déplacées qui se retrouvent dans des ravines ont une origine rurale, elles pourraient aider à mettre en place des processus de solidarité tels que ceux-là. Et donc, moi, je crois qu'on peut construire à partir de ça. Hein. Et alors, j'ai aussi, dans mes lectures récentes, sur les townships en Afrique du Sud, où là, j'étais plus sur une question de réemploi et où finalement, tout ce territoire de townships est amené à se déconstruire, se réemployer et se reconstruire autrement. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ça pourrait pas être aussi
une forme d'économie qui ne soit pas une économie d'entrepreneur classique, mais finalement, à partir du réemploi, d'avoir une démarche vernaculaire aussi au niveau de ce qu'on peut trouver comme matériaux locaux et tout ça, de développer une forme d'économie qui soit propre aux situations informelles qui soit dans des cas très spécifiques comme la ravine. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait pouvoir nourrir aussi le territoire de façon positive. Ok, Peut-être, merci Fabrice. ouais, Ok, peut-être la vas-y, question vas-y, Olivier. de Yvener, en fait, Yvener, je pense, Desrosiers qui demandait la parole, et puis après, on va revenir sur les deux dernières questions dans la liste de discussion. Ouais. Excellent. D'accord, merci. Et dans le cadre de cette présentation, de ce travail, vous avez parlé de la capacité de résilience de la population face au risque. En fait, est-ce qu'on peut considérer cette capacité de résilience comme étant une sorte de culture du risque qui se développe chez la population? Mais justement, moi, j'avais pas trop l'impression que la culture du risque se développait et qu'il y avait plutôt un effacement un effacement de la mémoire de ce qui s'est passé dans un passé assez proche, puisqu'il y a des impératifs de subsistance, de vie au quotidien, de se réinstaller à l'endroit où on est, où on n'a pas le choix d'être, malheureusement. Et donc, finalement, si on prend le cas de la ravine, c'est un peu comme le tremblement de terre. Il y a un moment donné, la plupart du temps, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose quand il y a une pluie tropicale qui provoque des phénomènes de ruissellement et d'inondation en contrebas. Mais sinon, la plupart du temps, on a des activités qui se développent, comme le marché, comme la circulation, comme on va à l'école, on va chercher de l'eau, on passe par la ravine et on y habite. Et donc, moi, en fait, c'était la question, l'hypothèse était posée dans le sens où il faut trouver une manière d'être sur le territoire à partir des communs qui permettrait de développer une capacité de résilience, justement. Et là, on a travaillé aussi avec l'ONG Goal, qui avait développé un outil d'évaluation de la résilience. Donc, ils avaient fait une espèce de scoring comme ça, avec une méthode qui permettait en 3 jours, 2-3 jours, d'aller dans des communautés spécifiques et d'avoir, à travers une roue, enfin toute une série de questions, de pouvoir évaluer à quel niveau de résilience la communauté se situait. Donc voilà, on n'est pas dans des démarches très scientifiques, hyper développées du type de mesure de la résilience. Donc en fait, moi, ma position, elle est dans la question, c'est comment développer justement cette aptitude, cette capacité à tirer les leçons de ce qui s'est passé précédemment, hein, dans un choc précédent. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, parce que quand on voit les ouvrages qui sont mis en place, on voit une nécessité de se protéger. Après, se réinstaller au même endroit, quelquefois, ils n'ont pas le choix. Quand on posait la question, notamment à Canaan, c'était enfin, vous êtes en plein milieu de la ravine. À chaque fois, il faut recommencer son installation, à chaque inondation, mais il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'alternative par rapport à un foncier. Et donc, quand on est là, on y reste. On va peut-être poursuivre avec les questions. Donc, dans la liste de discussion, je vois c'est JB Millet, ou si vous voulez bien prendre la parole, en fait, pour résumer un petit peu vos deux interventions. Oui, bonjour. C'était juste pour dire que comme nous travaillons avec les riverains de la ravine de Tête de l'Eau, les problèmes sont urgents et rien n'arrive à remplacer l'État. Les habitants font ce qu'ils peuvent, ils cotisent, ils paient, comme l'a dit l'architecte, et pour pouvoir avoir bénéficié de la machinerie des travaux publics. Ils achètent l'essence, ils paient les chauffeurs, ils leur donnent à manger, mais ils n'arrivent pas à résoudre. Ce sont des problèmes trop difficiles. Ils n'arrivent pas à faire face à l'ampleur de cette catastrophe. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne vois pas comment
la mise en place de ces réseaux de solidarité ou la mise en place des communs peut remplacer, si vous voulez, le rôle de l'État, qui est absolument défaillant, pour ne pas dire totalement absent. Ben, en tout cas, c'est pas une démarche. C'est vrai que dans des sociétés où l'État est fort présent, on aurait plus tendance à développer des communs pour sortir un peu de la pression de l'État et développer d'autres formes de gouvernance. Ici, je pense que s'il était vraiment plus présent, personne ne s'en plaindrait, bien sûr. Et ce que je trouve, mais vous avez parlé du temps, il y a une urgence, mais moi je ne vois pas non plus une temporalité très courte dans le fait qu'il y ait une réactivité institutionnelle qui puisse se mettre en place. Et donc, dans l'urgence, développer des processus de solidarité, ça me semblait quelque chose d'important, surtout quand on a une problématique qui se répartit entre un aval et un amont. Et finalement, quand il y a des photos que je n'ai pas montrées, mais quand on voit les pratiques de construction, par exemple, bon, là, on a un transect sur le lit de la ravine, mais si on prend des transects perpendiculaires, on construit au-dessus et on décharge tous les matériaux de construction vers le bas. Donc ça s'accumule dans le lit de la ravine, et puis à la première pluie, tout ça redescend vers le bas, ça bouche les ponts ou les plis d'allô qu'on a mis en place, et la ravine, elle se dévie dans la rue d'à côté, quoi. Donc, moi, je crois qu'il y a vraiment une importance de prendre de conscientiser que finalement, on a une responsabilité partagée entre l'amont et l'aval, et il n'y a pas de priorité finalement il n'y a pas de préemption. On est tous dans une même problématique qu'on doit essayer de résoudre ensemble. Et c'est vrai qu'on arrivera, il y a des petits ouvrages, il y a des choses à faire ensemble de manière collective, mais on voit sur certaines photos des constructions qui sont à la limite du ravinement et qui vont se retrouver par terre dans le fond de la ravine à un moment donné. Là, s'il n'y a pas une intervention plus lourde, ce n'est pas les habitants qui vont arriver à aller construire des soutènements pour ces maisons-là, quoi. Donc, c'est clair qu'il faut aussi travailler à retrouver une situation politique en Haïti où on puisse à nouveau construire sur des territoires et dans le pays, dans des quartiers, dans les villes. Ça, c'est indispensable. Il y a peut-être une question de Basley Dulieuse, donc je vois la main levée, puis la question qui a été posée dans la liste de discussion qui s'inscrit un petit peu dans le prolongement de ce qui vient déjà d'être dit, mais Basley, donc si vous voulez intervenir, oui. Oui, merci, même si en partie, on a déjà abordé la réponse, mais je veux quand même continuer pour dire qu'aujourd'hui en Haïti, avec la faiblesse de l'État et la multiplication des actions individuelles, comment construire la ville? Comment peut-on lier les actions publiques et les actions de la population pour construire la ville aujourd'hui en Haïti? C'est ça ma question. J'ai parlé des acteurs à un moment donné. Donc, il y a par exemple à Dakar, l'État, les institutions pour la gestion de l'eau, etc., elles sont liées dans les processus de discussion. Et donc, je crois qu'il faut aller chercher tous les acteurs qui sont encore capables d'avoir une action. Donc, moi, je ne défends pas une résolution d'une problématique sur le terrain uniquement par les habitants. Et si on peut, il faut amener des acteurs institutionnels, même si c'est compliqué. Il faut les amener dans un processus de discussion et de sensibilisation, et leur sensibilisation aussi à eux, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui peut-être ne connaissent pas la problématique au cœur de ces territoires-là, parce qu'ils n'y vont pas finalement. Et donc, le fait d'avoir accès au terrain, de pouvoir développer des réseaux d'échanges et de communication entre les gens, entre différentes communautés, parce que sur ces presque 2 kilomètres de ravine qu'on a parcouru, on remarque quand même des changements par secteur où on n'a pas les mêmes personnes ceux qui se connaissent, on a des façons de construire qui sont différentes, des arrivées qui sont plus récentes que d'autres. Donc,
il y a une complexité de mise en relation comme ça de personnes qui est importante, et les acteurs institutionnels, je crois qu'il ne faut pas aller chercher jusque l'État. Il y a des gens très compétents et impliqués qui sont dans des institutions qui voudraient, à mon avis, qui voudraient bien pouvoir agir autrement avec des moyens, quoi. Donc, voilà, à la question, je crois qu'il faut élargir, ne pas rester uniquement dans un processus bottom-up, mais tenter de lier des liens avec des acteurs qui seraient plus institutionnels. Il y a les ONG aussi. Bon, toutes les ONG n'ont pas toujours des pratiques, mais il y en a plusieurs qui sont. On a parlé du GRED tout à l'heure. Il y a Cratère qui travaille sur le vernaculaire et la construction locale. Il faudrait peut-être à Gaulle aussi. Donc il y a un jeu d'acteurs vraiment à mettre en place. Et ça, c'est peut-être pas par projet, mais par territoire finalement. Voilà, peut-être en rebondissant, je vais lire la question de Jean Carlo Millien. Après, on aura la question de James. A priori, ce travail se situe, me semble-t-il, dans une perspective de recherche, action, de transformation sociale, parce que vous parlez de co-construction, contrairement donc à la recherche extractive, longtemps primée dans la recherche dans les pays du Sud. C'est un peu ce qu'on disait en aparté, en fait, au début, avant le début de cette conférence. Donc, alors, ma question se situe sur le dispositif méthodologique appliqué à cette recherche. À quel niveau les acteurs locaux participent à cette recherche et comment se manifeste la solidarité dont vous faites mention? La solidarité collective, ça, je ne sais pas encore répondre, parce que c'est l'objet peut-être de l'après-thèse, hein, finalement, hein. Mais la solidarité, elle est déjà perceptible par l'accueil qu'on a eu dans les différentes sections du territoire, parce qu'avec des intercédents, on a accès au territoire, mais on est aussi accueilli, parce que débarquer à 25-30 étudiants, il faut expliquer ce qu'on fait, etc. Ce n'est pas toujours facile, et donc il y a une forme de solidarité, et donc moi, ça me fait dire qu'il y a une ouverture aussi quand on commence un dialogue avec des personnes sur place, il y a une envie d'expliquer sa problématique personnelle et peut-être d'aller vers des solutions qui soient réfléchies en commun. Donc ça, c'était pour la solidarité. Pour l'autre partie de la question, j'ai perdu le fil, là. Voilà, c'est donc comment se manifestent ces solidarités et à quel niveau les acteurs participent. Ouais. Oui, donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir un outil, le transect, le papier, prendre conscience de son territoire à partir de cette production graphique, d'organiser autour de ça des tables de discussion. Et alors, ça, j'en ai pas parlé peut-être aller rechercher dans la culture aussi des récits, des histoires qu'on raconte, du théâtre populaire. Il y a Jean-Marie Théodate et fait partie de mon comité d'accompagnement, et j'avais noté dans les documents que j'ai envoyés pour le comité de thèse, tiens, si on racontait à deux l'histoire de ce qu'on voit sur les photos, puisqu'on ne sait pas aller toucher les gens. Donc lui qui a cette... mais ce serait de créer les conditions peut-être un peu théâtrale de créer, je ne sais pas moi, une atmosphère un peu de jeu sur le territoire qui viendrait toucher des pratiques sociales, effectivement, qui soient propres à Haïti. Et on avait aussi discuté par rapport au commun du film avec Karine, je n'ai plus le titre en tête, qui est un film ancien et qui traite du retour au pays d'un Gouverneur de la Rosée. Voilà, gouverneur de la Rosée. Et donc, il y a une pièce de théâtre issue de ce roman. Et donc, on avait dit à Karine, ça serait chouette de la rejouer pour faire prendre conscience de ce qu'est un commun, finalement. Parce qu'on ne va pas aller expliquer, faire un cours sur les communs dans une ravine avec des gens. C'est pas comme ça qu'on... Enfin, moi, je ne me vois pas faire ça. On ne l'a pas fait avec les étudiants, Karine et Gary. Donc, on a plutôt fait émerger
le concept en discutant. Et on a aussi rebondi par rapport à... Il y avait à l'époque où j'étais là, une occupation des universités par les étudiants parce qu'ils ne savaient pas rentrer chez eux en raison des affrontements par les gangs. Et donc, finalement, ils sont revenus avec cet exemple-là en disant, ben, nous, on a écouté ce qu'on s'est dit et on a réorganisé notre commun d'occupation. On a replacé les femmes à un tel endroit, les hommes à l'autre. On a créé des règles pour ne pas faire du bruit trop tard. Et donc, c'est aussi dans les manières de... C'est ce que je défends aussi dans la fac d'archi ici, c'est à Mons, c'est de revoir ces pratiques d'enseignement et d'avoir des pratiques d'enseignement qui soient plus inclusives, où on fait le pari de l'égalité d'intelligence avec les gens, avec les étudiants, mais aussi avec les gens qu'on côtoie. C'est-à-dire que moi, je considère que il y a une égalité d'intelligence avec moi, avec un étudiant d'Urbater, avec un collègue haïtien, avec quelqu'un qui habite dans les territoires qu'on pratique, parce qu'on va chaque fois apporter par son expérience personnelle des compétences qu'on va pouvoir mettre en commun et elles vont aider à développer quelque chose de nouveau. Parce que c'est à inventer, en fait, qu'on doit faire là-bas. Ça n'existe pas, je pense. Donc, il faut l'inventer ensemble. Pour ceux que cela intéresse, j'ai mis le lien YouTube pour aller regarder le film Gouverneur de la Rosée. Il est en français. Oui, d'accord. Non, mais je crois que c'est une approche très intéressante. Peut-être une question de James. Merci beaucoup, Monsieur Deron. Bon, ma question, donc, c'est par rapport à la violence urbaine qui est présente dans l'aire métropolitaine, à Port-au-Prince, particulièrement dans l'aire métropolitaine. Et donc, presque toutes les rivières sont transformées en des ravines parce que pour les usagers à Port-au-Prince, donc les rivières, donc, ce sont des moyens pour transporter des débris, des fatras d'un point à un autre. Donc, comment instituer donc, une conscience des communs, le fait que donc, la conscience des communs, donc, ça n'est pas contraignant. Donc, est-ce que ça va améliorer la situation d'urbanisation dans les métropolitaines? Sur le côté contraignant, c'est vrai qu'il n'y a pas une contrainte institutionnelle, mais il y a une forme de contrainte acceptée, puisqu'on crée les règles du commun ensemble. Et donc, il y a aussi des transgressions. Il y a aussi des transgressions possibles. Il y a aussi des règlements de conflits à organiser. Et donc, ça doit être géré aussi par le commun. Maintenant, j'ai parlé des communs négatifs avec Alexandre Monin. L'héritage négatif, ça peut être les fatras, les déchets déjà aussi. Donc ça, c'est moi, je ne vais pas le traiter dans le cadre de ma thèse, mais c'est clair que on pourrait développer une réflexion sur les communs à partir des déchets qui serait un héritage négatif qu'on doit tous gérer, dont on n'a pas envie de s'occuper, mais qu'il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. Et voilà, et je ça doit avoir une démarche qui est systémique, mais ça peut pas résoudre toute la problématique du pays. Je crois que c'est des démarches qui se font par contamination positive finalement, ou un quartier un morceau de ravine finalement où les gens pourraient s'organiser autrement. Il y a des quartiers, on avait été à Turgeot où le GRET avait mis en place des projets de passerelles au-dessus des ravines qui ont lié des quartiers différents et où les gens finalement ne se côtoyaient pas et ça a créé des moments de convergence par le déplacement et c'est la première fois où c'est le premier projet d'ONG que j'ai trouvé pertinent par son insertion urbaine et les résultats finalement qu'il donnait. Et donc, là, il y a un lieu où on crée les conditions de la rencontre et du transfert de communautés différentes. Maintenant, ça ne se passe pas partout, mais ça peut servir d'exemple pour d'autres lieux. Donc voilà, oui, et la démarche, on a parlé de recherche-action, d'aller-retour, de tâtonnement. Moi, c'est une démarche que j'ai mise en place tout de suite parce que je ne me sentais pas légitime de venir avec une
une solution toute faite, ou bien même j'en aurais eu une, j'aurais eu vraiment l'air ridicule de vouloir l'appliquer, je pense, sans connaître la problématique du pays, sans connaître les territoires sur lesquels on travaille. Et donc ça, c'est un peu le reproche que je fais de tous les projets qui sont faits à distance pour des plans d'aménagement ou autres, où là, je me demande vraiment comment on va pouvoir les mettre en œuvre, quoi. D'accord, ben merci bien. Oui, en fait, on insiste bien sur votre démarche. Je crois qu'elle est très instructive là, pour tous les étudiants, je vois, avec lesquels on a échangé. Vraiment, on a une méthodologie qui est bien adaptée à l'investigation dans ce type de terrain, en rompant un petit peu avec l'approche qu'on a un petit peu classique, universitaire, avec des modèles théoriques en fait venant du Nord, finalement, qu'on impose, qu'on placarde et on essaie de voir comment ça fonctionne. Donc là, moi, j'apprécie personnellement beaucoup, mais je pense que c'est très partagé, cette approche par tâtonnement, aller-retour, comme vous indiquez, parce que c'est exactement ce qu'on fait pour s'imbiber, s'inscrire dans le territoire, dans la durée, et puis prendre le rythme des différentes temporalités. Ouais. Alors, peut-être une dernière intervention, parce qu'il est déjà 13h43. J'avais Alice Meurice qui souhaitait revenir un petit peu sur quelques points. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait terminer avec Alice pour aujourd'hui, parce que je pense on aura bien profité de l'énergie de Fabrice. Hein. Voilà. Oui, Surtout bonjour, qu'il est très taché, lui. Il est très taché, lui. Bonjour, monsieur Léon. Donc, moi, je vais rebondir sur ma question. Donc, pour vous, monsieur, quel est le moyen le plus efficace qu'on peut mettre en place pour atténuer, par exemple, les effets, donc, par exemple, des risques naturels, par exemple, inondations, couler des boues au niveau des versants, donc, et au niveau de Pétionville. Le moyen le plus efficace pour vous, parce que la majorité de la population construit, par exemple, leur maison aux berges, donc des rivières ou bien des ravins. Moi, le premier moyen le plus efficace, c'est de ne pas construire, parce que de laisser les versants jouer leur rôle hein, d'infiltration des eaux, de maintien des terres avec la végétation. Voilà, maintenant, il y a des parties, je n'ai pas montré les images, mais quand on monte vraiment sur le haut de la ravine, il y a des endroits où on est encore dans la ravine qu'on pourrait considérer comme primaire, mais où on voit déjà briller des tôles toutes nouvelles et des plantations de bananes, qui laissent dire que le contexte paysager va être modifié fortement. Donc, agir sur les lieux déjà urbanisés, je crois que c'est compliqué d'expliquer aux gens de ne pas y être. Donc, je pense que moi, j'ai envie de faire le pari de faire avec, sauf dans des cas vraiment particuliers. Par contre, il y a des enjeux là où il n'y a encore rien, où c'est préservé. Et il faudrait, j'ai cité l'exemple de Kenskoff avec la ferme Wine, où ils sont quand même confrontés dans une zone protégée à des pratiques un peu mafieuses comme ça, où on réalise des terrasses, on déboise pour construire une maison privée un peu par la suite. Donc, il y a quand même du boulot hein, sur les zones qui sont à protéger. Et donc, moi, je commencerai par ça. Et après, voir comment on peut faire avec les lieux qui sont déjà investis. Quoi. Je veux bien qu'il y a j'ai déjà entendu, ouais, il faut, allez, on fait décarpir tout le monde, etc. Je vois que c'est vraiment pas la solution à faire. Quoi. C'est un peu, les gens sont là parce qu'ils sont poussés de quelque part. Quoi. Donc, on n'arrive pas là par hasard et il faut en tenir compte dans l'approche sociale et humaine qu'on doit avoir sur ces territoires-là. Voilà, ben merci bien. Donc peut-être donc Alice pour la dernière question de cette conférence. Oui, très rapidement, c'était juste pour rebondir par rapport à ce que demande à la question de Bazelay. Pour apporter un exemple sur la façade atlantique ouest de la France, c'est un marais et donc qui s'appelle le marais de Brouage et dans lequel il y a eu dans l'histoire de ce marais des problèmes d'entretien des réseaux d'eau très forts. Et il y a eu cette alliance-là entre l'État et les populations, certainement sur la demande des populations qui demandaient qu'on fabrique un canal qui relie deux fleuves et qui passe par ce marais.
Et en fait, l'État a dit, OK, on le fait, mais vous organisez en casier hydraulique pour faire l'entretien. Donc, ça existe en fait, ce genre de choses, et ça fonctionne. Et par ailleurs, ce marais, il s'organise vraiment comme vous dites, c'est-à-dire sur le principe de la tontine. Hein. Les collectifs là, sur les casiers, ils se cotisent, ils entretiennent et ils financent ça. Bon, ils produisent des huîtres, ils financent ça comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche vraiment. C'est pour apporter un exemple qui marche depuis, je sais pas, le 11e siècle, je crois. Donc, ça marche. Merci pour l'échange, en tout cas. Voilà, ben merci bien. Donc, est-ce qu'il y a, enfin, je pense, Kelly, que nous allons pouvoir en rester là pour aujourd'hui. C'était une conférence, en fait, très intéressante, notamment sur la méthodologie, l'exploration d'un terrain, en fait, et puis de prendre un petit peu la mesure d'une construction qui se fait en direct avec cette adaptation-là. Donc, bon, je sais que c'est une conférence que j'aurai l'occasion de reprendre avec les étudiants. Qui est très bien posé. Kelly, peut-être tu souhaites ajouter quelque chose? Juste remercier Fabrice pour sa présentation. Merci beaucoup, Fabrice. Et aussi, comme tu viens de le dire là, espérer que notre pays s'arrange et qu'on puisse, dans le cadre d'un combit entre Haïti et les Antilles françaises, on puisse tous ensemble réfléchir sur ce genre de questions et passer de ce virtuel-là à un truc vraiment réel. Ça peut être en Guadeloupe, Martinique ou bien en Haïti. Mais bon, espérons. Sinon, je te demanderais, comme d'habitude, de prendre une photo, une capture d'écran avec tout le monde. On demande à tout le monde d'allumer leur caméra et puis on prend une photo pour le souvenir. Voilà. Et en même temps, le temps que toutes les caméras s'allument, donc je précise, on se retrouvera le jeudi 9 mars, cette fois-ci pour une conférence qui sera proposée donc par Diego Mermoud sur la ville de Cuba, enfin de La Havane, donc à Cuba, avec toutes les dernières modifications donc, sur cette ville. Donc rendez-vous le 9 mars, toujours sur la même tranche horaire en fait de midi. Voilà, donc je vais faire la capture d'écran tout de suite. Les caméras, oh, il en manque encore. Ben, il en manque quelques-unes. Ouais, Bazelay, c'est bien. Peut-être des fois sur les téléphones, c'est plus compliqué, mais on va faire avec les personnes qui sont là. Voilà. Donc, merci bien à tous pour cette conférence. Et voilà, la photo, comme je parle en même temps, la photo est prise. Je vois ma voisine, Anne-Laurence, qui est là. Voilà. On se découvre les uns les autres, ouais, comme ça. Alors, je regarde sur le deuxième, je prends une deuxième photo pour le second tableau, parce qu'en fait, comme on est nombreux, ça se partage en deux tableaux. Voilà, la capture d'écran sur le second tableau est faite. Hein, donc, voilà, donc merci bien à tous. Et puis, bon, on est enchanté de voir un petit peu le succès, le suivi, la participation, parce qu'on a eu je vois un étudiant qui est basé du côté de la Russie aussi qui nous a rejoint, quelqu'un en Égypte. On a vraiment en fait un petit peu toute la diaspora haïtienne à travers le monde aussi, et puis toute la recherche sur les Antilles. Donc, c'est très agréable, très intéressant. Merci bien, Fabrice, hein, pour cet exposé vraiment très intéressant, et enfin très riche. Merci. Merci en tout cas de m'avoir permis d'être parmi vous et de revoir mes tocailles en vidéo.